Bonjour, bienvenue sur Culture. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, sa deuxième partie de la sélection BD de septembre. Je vous avais dit que c'était un mois démentiel. Eh bien oui, ça s'est vérifié. J'ai 21 titres à vous présenter dans cette deuxième partie. Donc ça faisait 41 titres dans la sélection du mois de septembre. C'est énorme, en sachant que j'ai lu bien une soixantaine de titres. J'en ai écarté donc une vingtaine pour ne garder que les meilleurs. Et dans cette deuxième partie, je suis vraiment hyper fier de cette sélection parce qu'il n'y a pas moins de 7 titres qui auraient pu être la BD du mois. J'ai rarement vu une sélection d'un tel niveau. Vous allez voir, les 7 dernières BD que je vais vous présenter, c'est à chaque fois des super titres. Donc vous allez voir vraiment très haut niveau. Allez, on commence tout de suite avec Raven, le troisième et dernier tome de cette série de pirates de Mathieu Loffray chez Dargaud, tome 3 Fury. Vous savez que Mathieu Loffray, avec d'Horizon, ils avaient fait Long John Silver, donc c'était un vrai plaisir de le voir replonger dans l'univers des pirates. Le tome, alors c'est librement adapté d'une nouvelle de Howard, Robert Howard, l'auteur de Conan le Barbare, donc on suit un pirate un peu terrible qui s'appelle Raven dans une chasse au trésor. Voilà, il se retrouve sur une île pourchassé par sa némésis, une jeune une femme qui s'appelle Darksea. C'est une espèce de relation amour-haine entre les deux personnages. Il se retrouve sur une île volcanique avec des pirates. Voilà, c'est vraiment le dessin qui fait vraiment tout l'attrait. Voilà, Mathieu Loffray, c'est un dessinateur extraordinaire. Et là, il s'en donne à cœur joie. Dans un album généreux, il y a plus de 80 pages. Et donc, on a le dénouement de cette histoire. À l'arrivée, c'est vraiment très bien, c'est très sympa. C'est moins bien que Long John Silver, qui est un des plus grands classiques de la BD, mais quand même, on passe un super bon moment entre action et chasse au trésor et personnages légendaires et gueule de pirates. Donc voilà, ça se finit très bien. Et donc finalement, Raven, ça vaut quand même le coup d'y aller. Une série en 3 tomes voilà, chez Dargaud que j'ai beaucoup aimé. Et puis moi, j'adore les histoires de pirates. Une nouveauté toute fraîche, Capitaine Flamme chez Kana Classics. Capitaine Flamme, l'empereur éternel. Vous vous souvenez qu'on a vu droit à Goldorak qui avait été très bon. Et là, c'est Sylvain Runberg et Alexis Talon, donc Talon au dessin et Runberg, qui est bien connu au scénario, qui adaptent L'Empereur éternel. C'était les premiers dessins animés de Capitaine Flamme. Là, ils adaptent je crois que c'est les 4 premiers épisodes. Ils le remettent à la sauce un peu moderne, d'après l'œuvre de Edmond Hamilton. Moi, quand j'étais gamin, j'étais fan de Capitaine Flamme et de Goldorak. Et là, franchement, le dessin de Talon est très sympa, très coloré. Il modernise juste un petit peu les personnages comme il faut. Krag, Mala, Docteur, voilà, Simon. On a Capitaine Flamme qui va arriver, vous allez voir. Là, on voit sa jeunesse. Ce qui a fait qu'il a été recueilli par Krag et Mala. Et on retrouve donc des créatures, comme dans le dessin animé, qui sur une planète hostile, les personnages subissent une malédiction qui les change en créatures terrifiantes. Voilà, le Capitaine Flamme et son équipe. Donc on retrouve tous les personnages du dessin animé, on est en terrain connu, mais en même temps, il y a des petits ajouts, des petites nouveautés remises au goût du jour. Le dessin est vraiment très sympa. On passe vraiment un très bon moment. Donc le Capitaine Flamme va se retrouver sur cette planète avec ses créatures pour essayer de comprendre, mener l'enquête avec un petit côté archéologie, temple perdu, bataille spatiale. Voilà, ça fait penser un peu à l'univers de Matsumoto d'Albator. Voilà, il y a des très bonnes mises en scène, composition, d'action. L'album, il est généreux puisque il y a plus de 165 pages. Voilà, pour une histoire complète. J'espère qu'ils en feront d'autres. Mais franchement, très bonne surprise que ce Capitaine Flamme chez Kana. On continue avec le deuxième tome d'une série qui sera prévue en 3 tomes. Bon mix de Brujas, Guillot, Cossu et Toulotte.
chez Comics Bureau. Je vous avais présenté le premier tome de cette trilogie futuriste post-apocalyptique où des personnages se retrouvent projetés avec des tempêtes, des orages temporels qui les happent et qui les balancent sur cette planète aux confins du système solaire. On ne sait pas trop où c'est, cette planète où donc du coup se croisent chevaliers, personnes de l'époque moderne, cosmonautes, samouraïs, voilà, ils en profitent, donc il y a une galerie de personnages, et ces gens-là se retrouvent dans un univers un peu Mad Max à essayer de survivre. Donc un cosmonaute, un chevalier en particulier, avec des créatures sur cette planète, voilà, des batailles, et puis un vilain méchant qui arrive pour les envahir. C'est bien dessiné, il y a de l'action, c'est sympa, c'est agréable comme série. Voilà, le méchant de cette histoire. Il faudra voir si la conclusion termine bien cette épopée de Bombe X chez Comics Bureau. L'adaptation très très attendue d'un des livres que je préfère en fantasy, L'Assassin Royal de Robin Hobb, adapté chez Urban Blast par Jody Houser, Ryan Kelly et Jordi Belair, tome 1. Il y avait déjà eu une adaptation de L'Assassin Royal en BD au niveau franco-belge. Là on se retrouve un peu plus dans l'univers des comics avec un format un peu plus petit. On repart depuis le début. Dès l'histoire de ce bâtard, Fitz Chevalerie, qui va être abandonné par sa mère, par ses parents, au niveau d'un château. Voilà, ce serait le bâtard de Chevalerie, qui est le roi de ce pays de fantaisie. Il va être recueilli par Burick et d'autres personnages, et il y a une magie dans cette histoire. Ce garçon se lie, il a le don de se lier aux animaux, et donc c'est un don difficile à gérer. Il va y avoir de la magie aussi qui s'appelle l'art, qui coûte voilà, tout un système de magie très intéressant, et puis surtout la vie de ce jeune bâtard qui va être très triste, très difficile, dont on va suivre l'évolution. Il va être formé pour être un assassin royal avec des missions. Il y a tout un apprentissage. Le plus dur dans l'histoire, c'était de retranscrire toute l'écriture de Robin Hobb et la nostalgie qu'elle peut mettre dans le désespoir qu'elle met dans son écriture. Et là, elle a vraiment supervisé, Robin Hobb, cette adaptation. Le dessin est vraiment très bien, je trouve très très bien adapté à la série. Et voilà, on retrouve déjà des personnages qui sont très importants comme le fou. Franchement, c'était très bien, très, très attendu et très réussi. Par contre, ça va être long comme série, je vous préviens à l'avance si vous vous lancez là-dedans, parce que le temps qu'il adapte tous ces tomes de Robin Hobb, il y en a un paquet, et l'histoire est très longue. Donc voilà, une série de longue haleine, mais ceux qui ont envie de se lancer dans l'Assassin Royal, ou ceux qui ont aimé les livres, je pense que l'adaptation est très valable. Chez Urban. On va passer à un petit format chez Delcourt, une façon de revisiter le Petit Chaperon Rouge avec Capuche Blanche d'Oscar Martin, qui avait fait la série Solo, et Ta. C'est une histoire en one-shot. On est au bord du roman graphique avec des corps qui sont jetés dans l'eau. On se retrouve dans un côté un peu macabre de meurtre, et au fil des saisons, dans la forêt, on va suivre cette jeune femme, Capuche Blanche, qui vit avec un peu isolée, avec son père, et qui va voir de temps en temps sa grand-mère dans les bois, un peu comme dans le conte, et qui va avoir des problèmes psychologiques. Et donc elle va être suivie par différents professeurs à domicile. Elle fait l'école à domicile, elle ne sort pas, elle vit dans un monde un peu fantasmagorique, irréel, et puis un jour elle va dans le bois découvrir les taches de sang qui vont l'amener jusqu'à un repère où va se retrouver un loup. Et ce loup, on va se retrouver dans une relation un peu toxique, de manipulation, de domination, un rapport étrange entre ces deux personnages, ce loup et cette capuche blanche, qui va entraîner cette jeune femme à faire des choses horribles, et en particulier des crimes et des meurtres. Et voilà, tout est un peu psychopathe. Donc c'est franchement sympa, c'est hyper original comme histoire, et j'ai bien aimé le dessin, la façon vraiment très originale
de revisiter le petit chaperon rouge. On continue chez Delcourt avec un très beau roman graphique, L'île aux géants, de Harold Char et Quentin Boyer, dit Bernardo. On se retrouve avec une histoire en un seul tome, qui est très belle dans le sens où on est vraiment face à des dessins très élaborés, très beaux, une ambiance maritime, puisque on se retrouve près d'un port avec une jeune femme très mystérieuse, un peu âgée, une vieille dame, qui vient chercher dans un port de marin un navigateur pour l'emmener au milieu de l'océan. Et personne ne veut l'emmener à cet endroit, en plein milieu de l'océan. Elle va finir par retrouver un jeune homme qu'elle va convaincre de l'emmener. Et donc ces deux personnes, ce jeune homme et cette dame, qui sont tout opposés au niveau du caractère, au niveau de la façon de vivre, ils ne s'entendent pas, eh bien ils vont partir dans un voyage un peu étrange au milieu de l'océan, de la mer, pour rechercher une île aux géants. Voilà. Et du coup, c'est le plus intéressant dans l'histoire, c'est vraiment ce voyage qui va chacun leur permettre de se découvrir. Voilà. C'est très poétique, c'est très beau. Et voilà, franchement, on s'attache à ces deux personnages. Et voilà, le voyage est vraiment très beau avec de magnifiques planches. J'ai beaucoup aimé, c'est très beau, très magique. L'île aux géants chez Delcourt. Une série qui se termine avec son deuxième tome, R, de Philippe Pelaez et Francis Dorcel, chez Grand Angle, dans les gouffres amers. R, c'était une série un peu post-apocalyptique, avec un petit côté steampunk, on va dire. Et voilà, un univers steampunk un peu proche de Jules Verne, avec une société où l'air manque et où les puissants obligent les gens à avoir des capsules d'air qu'ils leur donnent. Si on respire l'air, on meurt instantanément. Et là, on avait une histoire de complot avec un jeune homme qui essaie de s'infiltrer chez des terroristes, qui essayent de libérer le peuple des oppresseurs. Et donc, on se retrouve sous l'eau avec un côté un peu, voilà, je vous disais Nautilus et tout ça. Et puis des luttes de pouvoir avec un grand vilain, un grand méchant qui cherche à asservir la population. Et donc une équipe de révoltés, résistants. On va essayer d'empêcher cela d'arriver. Le dessin est un peu côté un peu à l'ancienne, un peu pulp. Et voilà, c'est très sympa. Ça tient debout. Il y a des séquences d'action aussi sous l'eau. Voilà, j'ai bien aimé. R, franchement, bien troussé. Une histoire en 2 tomes de qualité. Pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans une trop longue série. Ça, c'est chez Grand Angle. On continue la série West Fantasy de Cordurier, Bordier et Nanjon. Ce coup-ci, les auteurs changent un peu à chaque tome. West Fantasy, c'est de la fantasy avec le western. L'orque, le juge et le marshal, à chaque tome, on suit un personnage qui fait le lien entre les différents tomes. Là, c'est le marshal. On est chez Oxymore Édition, une série qui comptera 5 tomes. C'est l'équipe qui a fait Nains, Elfes et compagnie, qui est chez Oxymore et qui fait ces tomes. On retrouve tout à fait l'esprit de ces séries-là. Et franchement, moi j'ai plaisir à voir cet univers de western où les Mexicains sont des orques, où les Indiens sont des elfes. Voilà, et il y a un côté assez mature, assez badass à chaque fois dans ces histoires. Et donc là, le Mexicain Marshall, la Marshall qui se transforme en créature, hein, qui est un Wendigo, vont avoir affaire à un couple de juges, un frère et sa sœur qui sont terribles et qui sont absolument épouvantables. Et donc tout ce beau monde se retrouve, se trucide. Ce qui est sympa aussi dans la série, c'est qu'à chaque fois, on a une petite nouvelle voilà, écrite comme un roman sur quelques pages pour raconter les péripéties voilà, des personnages, et toujours un dessin sympa, un univers que j'ai plaisir à retrouver chez Oxymore. Une série qui commence à bien avancer, puisqu'on est au tome 15 déjà des aventures d'Alix Sénator, le cercle des géants de Valérie Mangin et Thierry Desmarais.
bien sûr inspiré de la série d'Alix Jacques Martin. Alix, il a vieilli dans cette série, il est sénateur romain et il part en quête de l'Atlantide. On est chez Casterman. Voilà, le prochain tome, ce sera enfin l'arrivée à l'Atlantide, parce que là, ils ont quand même pris leur temps pour y arriver. Et là, ils se retrouvent dans un port d'Armorique, avec des cercles de pierre et des constructeurs de bateaux qui se retrouvent entre légendes et Dieu ne veulent pas laisser partir Alix sur la Grande Mer pour découvrir l'Atlantide et lui fournir un bateau. Ce village va s'entre-déchirer et se faire la guerre avec Alix et ses compagnons au milieu, tout en essayant de comprendre toutes ces histoires de mythologie, de dieux et de légendes de l'Atlantide. Voilà, le dessin est très sympa. Franchement, on a envie de continuer les aventures d'Alix et de enfin arriver à l'Atlantide. La seule chose qu'on pourra reprocher, c'est que l'album est assez court, puisqu'on a moins de 50 pages. Donc voilà, ça c'est de la franco-belge où il y a pas mal de tomes, et il faut que ça tourne pour arriver à bien avancer, parce que voilà, 50 pages, c'est pas énorme, mais on passe un bon moment quand même avec Alix. On continue avec Rue de Sèvres qui nous propose Les Évasions perdues. Alors il y a eu pas mal de... voilà, avec notre chère adaptation sur la guerre, Madeleine Résistante, voilà, qui est là. On a eu pas mal de tomes là-dessus, mais là on a Stablac, l'université de la collaboration, de Thomas Legrand et François Varzala, chez Rue de Sèvres. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce titre. J'ai trouvé qu'il avait une voix vraiment propre et originale, puisque c'est adapté de l'histoire, même si les noms changent, du grand-père de Thomas Legrand, qui a été pendant la guerre prisonnier, et donc il lui racontait son histoire, donc un côté un peu biographie, c'est français. Alors, le héros a un petit côté un peu Tintin, je trouve. En même temps, c'est l'époque qui voulait ça. De ces Français qui ont été prisonniers et qui étaient un peu des universitaires, des élites, on va dire, et qui ont été recrutés et mis dans un camp pour devenir finalement eh bien, des personnages formés pour défendre le gouvernement de Vichy et de Pétain, et de faire la collaboration. On essayait un peu de les punir, de leur laver le cerveau, et de faire en sorte que ces finalement hauts officiers de l'armée française basculent du côté du maréchal Pétain. Donc c'est vachement intéressant, c'est très très bien documenté, c'est une histoire vraie, romancée faut voir sûrement, mais franchement le dessin est très très bien, on s'attache à ces péripéties, et ça éclaire tout un pan de cette Deuxième Guerre mondiale, et de ces héros en fait qui ont essayé de s'évader et de refuser la collaboration, quitte à être tués, risquer leur vie, torturés, et voilà, les différentes personnes. Le dessin est très très agréable, et voilà, c'est une histoire qui fait plus de 130 pages, avec un petit cahier à la fin, des photos de famille de cette histoire. Donc vraiment, on est vraiment dans quelque chose de très vrai, et j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui aiment ce genre de livre, allez-y, les yeux fermés. On change complètement de registre, de toute façon vous avez l'habitude. On se retrouve avec du comics Poussière d'os chez Delcourt de Ben Steinbeck. Là, on se retrouve avec un univers SF type Mad Max, une histoire en un tome, et qui va sûrement se poursuivre. Un auteur qui a travaillé beaucoup avec Mike Mignola, donc c'est une référence. Et là, on se retrouve avec des sortes de robots, un petit poili, qui regardent ce qui se passe sur les planètes, et qui voient que sur cette planète, il y a encore des survivants, des humains qui sont en mode Mad Max, cannibale, ils s'entretuent, c'est hyper violent. Et là, on a un jeune garçon qui essaye de survivre avec donc des scènes bien sûr très violentes, très graphiques, et ce jeune garçon va se lier avec cette espèce d'entité, de ce robot, intelligence artificielle, et tous les deux vont entrer en communion, on va dire, puisqu'ils ils vont quasiment fusionner et se battre contre ces tribus
générés en fait qui veulent leur peau. Donc c'est un peu un survival avec pas mal d'actions, ça envoie. Et donc en fait ce garçon se met à avoir des pouvoirs pour lutter contre toutes sortes de créatures diverses et variées qui veulent sa mort. Franchement très sympa, très graphique, très brutal, très violent, mais un bon titre, intéressant, chez Delcourt. On reste dans l'univers du comics avec un Batman. Alors voilà, il y en a pas mal, des séries Batman, beaucoup de sorties chez DC Black Label. Mais là, je trouve que celle-là, elle est un peu différente, puisque dans le First Night de Dan Jurgens et Mike Perkins, on se retrouve avec une histoire complète d'un Batman fin des années 30, on est en 1939, avec un côté de ces années-là, un superbe dessin. J'ai beaucoup aimé la patte graphique. Des fois, dans les comics, on a des trucs pas terribles ou des trucs extraordinaires. Et là, je trouve que le dessin est vraiment très bon. Un Batman, donc années 30, avec bien sûr des crimes et des meurtres violents, des truands locaux, le commissaire Gordon. On retrouve donc un Wayne un peu différent, avec une voiture d'époque, des femmes fatales, une histoire avec des espèces de créatures, sortes de zombies qui sont ressuscités avec des scènes assez graphiques, assez bien faites, et donc des zombies qui veulent sa peau, des références à l'Allemagne nazie, tout ça, voilà, toute cette époque. Et donc, du coup, vous voyez la qualité graphique de l'histoire. Franchement, pas mal du tout. Et bon, pour ceux qui aiment Batman, vous êtes nombreux, je pense que celle-là, elle vaut le coup. J'ai bien aimé, franchement, ce titre. Chez Black Label. On arrive on va arriver dans les BD qui sont vraiment toutes excellentes et qui sortent du lot ce mois-ci. Je vous avais dit qu'il y avait pas mal de titres, vous n'allez pas être déçus. On commence avec 1985 de Xavier Coste, qui avait déjà adapté 1984 de George Orwell. Et bien, il se permet de faire une suite à 1984, donc c'est casse-gueule quand même, chez Sarbacane. Et bien, vous allez voir qu'il s'en sort très bien. Alors, c'est hyper généreux. Il y a plus de 260 pages, et c'est un beau et gros pavé que ce 1985, toujours avec cette façon, ce même univers graphique, avec ces couleurs, vous voyez, ces couleurs orange, bleu, rouge. Et donc, cette histoire commence avec une jeune personne qui est en train de taguer un mur. Vous savez que 1984, c'est Big Brother, c'est cet univers futuriste de domination, voilà, totale. Les gens n'ont plus le droit de rien faire. Ils sont complètement dominés, tués dès qu'ils bougent un cil. Et donc Winston, l'héros du premier de 1984, on retrouve un livre qui porte sa signature. Et donc à partir de là, les événements vont s'enchaîner de ce personnage qui tague des choses, et l'enquête va être menée. Winston, dans le premier, 1984, on lui avait lavé le cerveau. Bon, c'était quelque chose de terrible, ce qu'avait écrit Orwell. Et là, donc n'écoutez pas trop ceux qui ne veulent pas être spoilés sur 1984, mais en fait, Winston, qui est devenu une carapace vide, eh bien on se dit, mais comment il peut être, puisqu'il a été torturé, rééduqué, a pu faire ce livre. Donc l'enquête va commencer, et ils vont tuer les tortionnaires, tuer toutes les personnes qui ont un lien avec Winston, y compris ce personnage dès le début, pas de surprise. Et donc de ce parti pris-là, eh bien, on va suivre les aventures d'un nouveau personnage qui s'appelle Lloyd. Et ce Lloyd est dans la résistance et va essayer de lutter contre Big Brother. Il a un jumeau qui s'appelle Gordon, qui travaille, lui, pour ces totalitaires terribles. Voilà. Et donc c'est encore une critique de cette société totalitaire, effectivement, de contrôle absolu. Voilà, c'est rentré dans le langage commun, Big Brother. Et donc voilà, on suit toute cette histoire de résistance
de cache-cache avec les autorités, où tout le monde peut trahir tout le monde. Oui. Donc si vous aimez, c'est vrai, c'est pas de graphique, cet univers, moi j'aime beaucoup de Xavier Coste avec ses couleurs incroyables, eh bien n'hésitez pas à vous lancer dans cette suite. Bien évidemment, je trouve que ça n'a pas voilà, le mythique 84 de George Orwell, c'est quand même au-dessus, mais c'est franchement sympa d'avoir cette suite et de s'être lancé. C'est quand même très beau et très riche de s'être mesuré à ce mythe chez Sarbacane. On continue avec la fin de Slava. J'ai adoré cette série de Slava en 3 tomes de Pierre-Henri Gaumont. Il faut dire que j'aime beaucoup cet auteur qui vraiment une sensibilité, une patte graphique, voilà, tout ce qu'il fait, je trouve c'est excellent. J'avais beaucoup aimé Alter. On est chez Dargaud. Et donc Slava s'arrête. C'est une série on est un peu dans le roman graphique, très beau, sur l'URSS, la Russie, ce pays où à la chute de l'URSS, tout était permis, tout était fou, c'était un pays en construction complète avec des gens qui faisaient des affaires. Et Slava, avec son ami, essayait de faire des bonnes affaires et s'était retrouvé embringué dans la reprise d'une mine, d'un chantier pour lequel il s'était attaché et il s'était mis voilà, en quête de trouver des investisseurs au milieu de tous ces capitalistes qui font des bonnes affaires en Russie. Donc c'est une histoire voilà, de personnages et dans cette mine incroyable avec souvent beaucoup d'humour et un dessin qui est super sympa. Slava s'était trouvé une femme et des enfants à travers cet épisode de la vie. Et donc là, cette mine est vraiment en grande difficulté. Ils vont essayer de la sauver au milieu des gangs mafieux et des bandits de toutes sortes. Voilà, c'est très très bien. Surtout que bien, le ton va un peu changer. Le ton était assez humoristique et là, on va passer sur du dramatique. Et la fin est très émouvante. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé la sensibilité de Pierre-Henri Gaumont. Et c'est une super série, là-bas, qui aurait pu être une des BD du mois et qui se termine voilà, très très bien. Une autre BD qui aurait pu être la BD du mois, je vais dire ça à chaque fois pour toutes celles qui arrivent, vous allez voir, c'est du très très lourd. C'est Voleur de feu de Damien Cuvillier, la vie d'Arthur Rimbaud, une biographie mais romancée, voilà, imaginée, avec beaucoup de liberté d'Arthur Rimbaud. On est au 2e tome chez Futuropolis. Le 1er tome, j'avais adoré. J'avais trouvé les dessins, les peintures absolument magnifiques de Damien Cuvillier. Et surtout, j'avais vraiment ressenti ce regard, cette poésie. Il arrive parfaitement à retranscrire les petites choses du quotidien, la poésie du quotidien, et chaque geste, chaque chose que fait Rimbaud, on y voit la poésie, on y voit toute sa sensibilité. Regardez les éclairages, les couleurs sont magnifiques. Là, on est dans du clair-obscur. On se retrouve, il n'a que 15 ans, Arthur Rimbaud, mais c'est déjà une forte tête qui ne s'entend pas du tout avec sa mère en particulier. Il va passer son temps à essayer de vivre, de fuguer, de fuir le carcan entre religion, école. Lui, il veut écrire de la poésie, il veut vivre, et donc il va se jeter à corps perdu dans la découverte de tout, avec beaucoup de difficultés. Donc il va s'enfuir de chez lui, prendre la clé des champs et vivre voilà, des expériences dans la nature incroyables qui vont faire tout son imaginaire de poète. Et vous voyez, c'est magnifique. Il y a beaucoup de cases, souvent sans parole, mais avec des images qui marquent la rétine. Et qui sont hyper réussis. J'ai encore une fois trouvé ça magnifique au niveau des dessins. C'est, regardez, superbe. On a vraiment c'est extraordinaire. Alors, l'histoire avance doucement, entre 15 et 16 ans, là, mais franchement, c'est vraiment très, 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 très beau. Et toute la poésie transparaît. Donc, ouais, j'ai adoré. Je trouve ça. Et là, en plus, la guerre s'invite avec les Prussiens. Et toutes ces choses, tous ces côtés historiques, la guerre est aux portes de Voleurs de feu, et c'est vraiment très très bon. Vivement la suite. Une histoire en un seul tome,
L'aventurier chez Glénat, dans le label Très étrange, de Alessandro Totta et Andrea Settimo, les Italiens. Euh, et donc là, on est dans une histoire adaptée du texte d'Arthur Schnitzler, qui est connu, hein, l'aventurier. Et on se retrouve aux limites du conte et du récit initiatique, de la fable, on dirait, par moments, avec un dessin et surtout une mise en scène vraiment très très réussie, je trouve. Il y a plein de, comment dire, le storyboard, la façon de montrer les choses est très très original. Le dessin est, voilà, ça fait un peu très très roman graphique. Mais vous voyez, par exemple, l'arrivée de la peste, comme elle est faite. Et notre héros, cet aventurier, va se lancer dans un périple, un petit peu comme l'alchimiste de Paulo Coelho. Voilà, il part à l'aventure et il va lui arriver des péripéties, il va rencontrer des personnages. On est à la limite du conte et il va se retrouver amené, au gré de ses aventures, à rencontrer un personnage qui va lui dire qu'il va mourir exactement dans 1 an. Et cette prédiction va complètement le détruire et lui retourner le cerveau. Et il va du coup vivre cette année d'un simple aventurier, à se retrouver à faire des guerres, à devenir roi d'un pays, bref, rencontrer l'amour de sa vie, plein de choses. Ça fait 185 pages. C'est très très beau, très très bien dessiné. Et vraiment des choix très intéressants. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire qui est du conte et un peu de la fantaisie. Mais vraiment très très réussi. L'aventurier, encore une BD qui aurait pu être BD du mois. Friday, dernier tome de cette série qui a cartonné, livre 3 de Ed Brubaker, Marcos Martin et Mutsa Vicente chez Glénat. Voilà, j'ai adoré les aventures de cette jeune détective qui s'appelle Friday, avec des dessins. Alors Brubaker, on sait que c'est un super scénariste, mais là, les dessins de Martin, voilà, ça a été aussi coup de cœur. On se croirait presque dans du livre jeunesse pour enfants, mais alors que pas du tout. C'est un univers de sorcellerie, de magie, avec des monstres, un côté un peu Lovecraft par moment, et de ces 2 détectives en herbe. Dans le premier tome, on en avait un des 2 qui mourait atrocement, un des 2 personnages principaux, donc c'était déjà une vraie claque. Et donc Friday menait l'enquête pour retrouver les meurtriers de son ami, avec, je vous disais, de la sorcellerie, de l'ésotérisme, de l'occulte, dans un univers qui est assez inspiré par moments aussi de l'univers de Harry Potter, avec là un twist, puisqu'on a un remonteur de temps. Elle va revivre cette journée et elle va essayer de changer les choses, un peu comme avec le retourneur de temps. Et franchement, voilà, super. On est dans la neige, la tempête de neige, avec des créatures, des monstres. Tout se dénoue dans un combat final. Et à la fin, on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé que ça continue. Et Ed Brubaker nous confie qu'il aimerait bien peut-être lui aussi un jour revenir avec ses personnages de Friday. On espère qu'un jour il s'y remettra, parce que franchement c'était une super série, une des meilleures séries de l'année en termes de BD, une série assez courte en 3 tomes, mais qui est vraiment hyper hyper réussie, qui sera dans les tops, je pense, de fin d'année des meilleures séries. On continue avec chez Urban, Rubin, les derniers festins de Rubin, de Ram 5 et Philippe Andrade. Ce sont les auteurs de Toutes les vies et morts de Leila Starr, qui avait cartonné. Eh bien, on se retrouve exactement dans le même type d'histoire, une histoire complète. Alors, difficile à expliquer cette histoire, parce qu'elle est vraiment... On se dit, mais alors là, ils sont partis dans un truc, mais en fait, ça tient complètement debout, avec une introduction. On se retrouve en Inde, avec un démon hindou, terrible, terrassé par un héros. Sauf que ce démon, c'est notre personnage Bakasura, c'est notre personnage principal, colosse bon vivant,
qui a envie de raconter son histoire. Donc on est vraiment dans les mythes et légendes hindous. Et ce colosse, démon, va aller chercher un jeune homme pour le filmer, mettre un film sur les plateformes de streaming, raconter son histoire, et en partie son histoire par rapport à la cuisine, puisque c'est un très bon vivant, un cuisinier, il a envie de raconter des recettes incroyables de la cuisine hindoue, et donc chaque tome va être sur une recette, là c'est le masala chai, le thé de là-bas, il va y avoir à chaque fois une recette, et à chaque recette, il y aura un personnage dont on va raconter la vie, ces personnages qui vont croiser au hasard de leur périple et de leur film, et au fur et à mesure, on va se rendre compte de la nature terrifiante et démoniaque de ce personnage, qui va se révéler aux yeux de son jeune compagnon, naïf, qui l'accompagne, et voilà, en fait, c'est un livre qui va s'attacher aux personnages, aux histoires plus incroyables les unes que les autres, avec beaucoup d'émotions, une passion, voilà, un côté graphique magnifique et qui tient très bien la route, très coloré. Et chaque personnage, chaque tranche de vie va vraiment être hyper intéressante. Ce personnage qui, au fur et à mesure, se dévoile est aussi très très attachant. Et cette relation avec ce jeune homme aussi. Et voilà, il y a de l'émotion, il y a des réflexions sur la vie, comme dans Laila Star un peu. Et ça tient hyper bien debout. Ça fait plus de 130 pages. Et franchement, on passe un super bon moment avec ces auteurs qui ont vraiment une voix différente, je trouve, dans l'univers de la BD et du comics. Et on se régale à chaque fois, c'est le cas de le dire, avec ce côté, voilà, ces histoires dont on se dit qu'on est vraiment à 100 lieues de s'intéresser à ce type d'histoire. Et finalement, à la fin, on se dit c'est passionnant. Et vraiment, je me suis régalé avec Rubin, chez le dernier Festin de Rubin, chez Urban. Quand je vous dis que ça a été très difficile de choisir la BD du mois, je plaisante pas. Elles peuvent toutes être la BD du mois. Là, c'est une sélection, c'est du béton armé. J'adore les contes de la pieuvre de Jess, aux éditions Delcourt. Et là, on est au tome, je crois que je dis pas de bêtises, je les ai là, 4. Et j'ai adoré chacun de ces tomes. Franchement, on se retrouve dans un Paris avec des personnages qui ont des pouvoirs magiques, des talents, des dons. Et là, Fanny la Renoueuse, son talent, c'est de rentrer dans l'esprit des gens et de les soigner, de régler ce qui se passe à l'intérieur de leur cerveau. Et donc l'organisation de la pieuvre, qui est une organisation mafieuse avec des personnages qui ont qui regroupent beaucoup de personnages très puissants avec des pouvoirs très puissants et qui fait la loi dans ce Paris. Eh bien, un des personnages, pour sa fille, la bouche, va faire appel à kidnapper carrément Fanny la Renoueuse pour essayer de régler le problème de sa fille qui est devenue prostrée et catatonique depuis qu'elle a eu affaire à certains personnages. Voilà, ça recoupe d'autres histoires, d'autres tomes. On retrouve bien sûr des tas de personnages qui sont là-dedans. Le dessin de Jess et de Guess est très fin, très détaillé, très poétique, avec toujours des mises en page, des histoires. Et là, en fait, ce qui ressort beaucoup dans cette BD, c'est encore une fois, comme dans Rubin, c'est vraiment des personnages. On a des études de personnages, des caractères, des histoires. Chaque personnage, on retrouve plein de personnages différents, parce que le tome s'appelle Fanny la Renoueuse, mais finalement c'est pas mal de personnages, et pas mal d'histoires de personnages avec des talents différents, dont on va suivre la vie, dont on raconte la vie, et qui vont se rejoindre les uns les autres. Et c'est cette richesse de tous ces personnages qui fait que du coup, on voit un univers se dessiner. Et donc Fanny et son frère, qui a le talent, lui, d'être un dur à cuire, c'est-à-dire qu'on peut lui tirer dessus, il ne se passe rien, vont, avec cette jeune fille, essayer de se sortir des griffes de la pieuvre, avec voilà, des dieux, des mythologies, des combats, des personnages dans tous les sens. Franchement, excellent, comme d'habitude, il y a très riche, plus de 200 pages, voilà. Une très belle présentation comme toujours,
Voilà, vraiment un ouvrage de qualité. À chaque fois que sort un récit des Contes de la Pieuvre, on peut y aller les yeux fermés. Je vous recommande vraiment toute la série. On est toujours dans l'imaginaire, dans des personnages très, quoi, un peu des super-héros, mais version française. Voilà. Donc c'est vraiment très, 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 très bon. Voilà. C'est un peu comme ouais, la Brigade Chimérique, on y pense, voilà, parce que l'auteur était aussi dans cet univers-là. La fin de Granville. Force majeure, Brian Talbot, vous savez que j'adore chez Delirium cette série. Voilà. Là, on a un tome qui est plus gros que d'habitude, mouse costaud, on va dire. Pareil, plus de 190 pages. Un bel objet pour finir la série Granville, ce détecteur, ce détective, le Brock, Blaireau, qui fait ce côté très anglais, mais ça se passe en France, à Granville, Paris rebaptisé Granville, toujours très graphique, toujours très coloré, avec ces créatures voilà, ces mafias, ces bandits, cet univers de détectives avec des hommages à tous les grands détectives, avec des hommages à toute la pop culture. Notre Le Broc qui a trouvé femme va se retrouver aux prises avec un grand méchant. Il faut que pour une bonne histoire fonctionne, il faut qu'il y ait un méchant. Et là, celui-là, il est gratiné. À chaque fois, à chaque tome, il y a un grand méchant, mais celui-là, il est super gratiné. Et puis l'arrivée de Stamford Oxmore, qui est son mentor, qui est un hommage à Sherlock Holmes. Vous voyez cet aigle magnifique qui va l'aider dans son enquête. On va revenir sur le jeune Le Broc quand il est arrivé. Voilà, on voit un peu son passé, comment il est arrivé jeune enquêteur. Et puis là, ce grand méchant qui va vraiment lui donner du fil à retordre parce qu'il a décidé d'éliminer toute la famille de Le Broc, tous ses amis, et il est prêt à tout pour en venir à bout. Et donc, force majeure, il va être obligé de vraiment sortir le grand jeu pour s'en sortir, parce que là, tout est contre lui, et il va essayer de monter des stratagèmes pour arriver à lutter. Et comme à chaque fois, à la fin, on a toutes les références de Brian Talbot, qui est un super auteur, qui vous explique chaque page, quel hommage il a fait, quelle citation, qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ça. Hyper intéressant à chaque fois. Donc voilà, une des plus grandes aventures de Granville. Donc vraiment excellent pour finir la série en beauté. Une série qui compte donc 5 tomes et qui sont vraiment super. Cette sélection était dantesque et franchement, il y avait du très très lourd à tous les niveaux. Mais quelle est la BD du mois? Ça a été vraiment horrible de choisir, hein. Franchement, j'ai vraiment hésité jusqu'au bout. Et paf! Sa Majesté des Mouches de Aimé de Jong, d'après William Golding chez Dargaud. Belle, encore un magnifique objet. Voilà, très, très grande adaptation de ce livre, de ce grand classique, Sa Majesté des Mouches, qui a influencé tellement d'œuvres. Ce côté Battle Royale, ces enfants, ces adultes qui se retrouvent sur une île et puis qui s'entretuent, Lost, toutes ces choses-là, c'est influencé par Sa Majesté des Mouches. Sa Majesté des Mouches, cette œuvre où l'on retrouve des jeunes enfants qui se retrouvent sur une île déserte suite au crash de leur avion et qui vont petit à petit, les signes annonciateurs, sombrer dans une forme de violence. Le dessin d'Aimé de Jong qui avait fait Jour de sable, qui avait été une des BD de l'année chez Contre Pop Culture, voilà, j'avais adoré. C'est une autrice qui voilà, dessine vraiment très très bien. Elle a un côté très doux dans ses dessins, très coloré, très naïf, très enfantin. Et donc là, on se retrouve dans ce paradis perdu. Vous voyez, au début, notre jeune ami est heureux, se baigne, c'est la liberté retrouvée. Et puis, il va commencer à retomber sur des camarades qui, comme lui, sont perdus suite à ce crash.
Et au fur et à mesure, eh bien, l'enfer, c'est les autres. Et ils vont commencer à essayer de s'organiser, de monter des groupes, et puis ils vont être de plus en plus nombreux, et il va y avoir l'arrivée de Jack qui va perturber cet équilibre. Les enfants vont s'opposer en des groupes et la domination, voilà, le côté rapport humain, qui est chef, qui décide, quelle organisation fait-on, est-ce qu'il faut être libre de faire ce qu'on veut, doit-on suivre des règles? Et dans ce paradis perdu, eh bien, au fur et à mesure de leurs expéditions, de leurs découvertes, des rivalités vont se nouer, des phénomènes plus ou moins, puis aussi le fait d'être perdu, privé, de la présence aussi d'adultes, ne sachant pas ce que le lendemain allait devenir. Ils vont finalement commencer à tomber dans une forme de tribu, et s'opposer de manière plus ou moins violente, et au fur et à mesure, eh bien, la violence va devenir de plus en plus forte. Il va se passer voilà, des choses plus ou moins horribles, et la guerre va commencer à se propager, vous voyez, avec l'arrivée de choses beaucoup plus violentes. Et voilà, donc c'est franchement superbement illustré, dessiné, voilà, c'est très très beau, et ça fait plus de 345 pages, je pense. Donc vous vous rendez compte, voilà, c'est gros, ça adapte en entier Sa Majesté des Mouches. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant la façon de voir comment ces enfants se transforment. Voilà, quand ils sont lâchés, c'est très pessimiste, c'est très dur comme livre, mais c'est parfaitement adapté, et c'est une superbe BD qui sera dans toutes les podiums de fin d'année à coup sûr. Aimé de Jong, ouais, un superbe auteur. Voilà, cet énorme mois de septembre est fini. Voilà, 41 BD, vous vous rendez compte, et beaucoup, beaucoup de lus. Voilà, il y en a plein qui n'ont pas été dans la sélection, mais qui avaient aussi des qualités. Mais enfin, à un moment donné, il faut quand même réduire. Voilà, déjà les BD du mois d'octobre commencent à arriver petit à petit, et j'espère vous proposer encore une fois une belle sélection, puisque le mois d'octobre généralement c'est aussi du très très lourd. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié comme moi ce superbe mois, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire bien sûr les BD que vous avez aimées, que vous avez choisies, et voilà, parce que là franchement, si on doit en acheter que deux ou trois, c'est très très dur de faire un choix. Et puis après, vous savez qu'effectivement, les BD, ça coûte très cher, donc il faut faire des choix. Et bon, moi, heureusement, j'ai la chance aussi d'en recevoir de la part des éditeurs, donc ça me permet de pouvoir continuer à vous proposer ces vidéos, sinon je ne pourrais pas du tout suivre ce rythme dément. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contre Culture. Au revoir.